Je m'appelle Savannah Brox. J'ai 28 ans. Et la nuit où mon père a jeté ma vie sur la pelouse, je venais de terminer un service de 12 heures à aider à maintenir en vie un labrador brûlé. Je sentais encore l'antiseptique et le poil mouillé quand je suis entré dans l'allée et que j'ai vu mon sac de sport ouvert dans l'herbe, mes blouses enchevêtrées autour d'une lampe cassée, mon manteau d'hiver à moitié dans le parterre de fleurs. Et une boîte de photos d'enfance vidée à l'envers comme des ordures. Il se tenait là sous la lumière du porche, le téléphone levé, en train de m'enregistrer comme si humilier sa fille était du contenu. Ma mère se tenait derrière lui, les bras croisés fermement sur la poitrine. Ma sœur Harry a poussé l'un de mes bacs avec sa basket et a fait glisser une pile de certificats encadrés jusqu'à la rue. « Tu as 28 ans », a aboyé mon père assez fort pour que les voisins entendent. « Tu nous suces jusqu'à la moelle comme un putain de vampire. Je veux que tu partes ce soir. » Les gens d'en face étaient assis sur leur porche et faisaient semblant de ne pas regarder, mais ils n'ont rien raté. J'ai regardé le téléphone, pointé mon visage et souri directement dans la caméra. Avez-vous déjà été traité de parasite par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus? Parce qu'à cet instant précis, quelque chose en moi est devenu froid. J'ai chargé chaque objet dans ma voiture sans pleurer, sans supplier, sans leur offrir la scène qu'ils voulaient. Puis je me suis approché des trois et j'ai dit très calmement, « J'espère que vous dormirez bien ce soir, parce qu'un jour aucun de vous ne dormira plus du tout. » Avant de vous raconter ce qu'il a dit ensuite et ce qui s'est passé après que je sois parti en voiture, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Je ne suis pas allé d'abord chez une amie. Je ne suis pas non plus resté dans un parking à sangloter. J'ai roulé 3 sorties vers le sud, je me suis garé derrière une station-service ouverte 24 heures et j'ai écouté le mémo vocal que j'avais enregistré par accident pendant que je rassemblais mes affaires. Mon père qui criait, ma sœur qui riait, ma mère qui disait « Laisse-la partir, Richard. Elle l'a bien cherché. » Je l'ai réécouté 3 fois, non pas parce que j'y prenais du plaisir, mais parce que j'avais besoin de l'entendre clairement pour ne jamais le réécrire plus tard en quelque chose de plus doux. Les familles comme la mienne survivent en te faisant douter de ta propre mémoire. Au matin, ils auraient appelé ça un malentendu. La semaine suivante, ils auraient dit que j'étais dramatique. À Noël, ils auraient raconté à tout le monde que j'étais parti en claquant la porte pour rien. Mais l'enregistrement ne mentait pas. J'ai passé cette première nuit dans un motel longue durée avec une lumière de salle de bain qui clignotait, 2 barres de granola d'un distributeur et une règle stricte, je ne retournerai jamais. Vers 1h30 du matin, mon téléphone s'est allumé avec 6 appels manqués. Puis 11 messages, puis 20. Mon père exigeait de savoir où j'étais. Ma mère disait que je me comportais de façon instable. Ma sœur a envoyé, « Lol, amuse-toi bien à payer pour tout toute seule. » Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai pris des captures d'écran, créé un dossier et je l'ai nommé « Quand ils commenceront à mentir ». Peut-être que ça paraît mesquin, mais quand les gens t'humilient en public, la documentation n'est pas de la mesquinerie. C'est une armure. Le lendemain matin, j'ai appelé la seule personne en qui je faisais confiance pour dire la vérité, même quand ça faisait mal, Noah Carter, le paramédic que j'avais rencontré 2 ans plus tôt en amenant un beagle en crise à l'urgence à 3 heures du matin. Noah n'a pas commencé par de la pitié. Il a dit, « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. » Sans les protéger. Alors je l'ai fait. Chaque mot, chaque regard, chaque petite pièce de théâtre que mon père avait mise en scène pour le quartier. Noah est resté silencieux une seconde, puis a demandé, « S'il t'appelait ce soir en pleurant, tu retournerais ?» J'ai fixé le rideau du motel et je me suis surprise moi-même par la rapidité de la réponse, « Non. » Bien, a-t-il dit. Alors arrête d'agir comme si c'était une rupture que tu pourrais réparer. C'est un incendie dont tu viens enfin de sortir. Ça m'a frappé fort parce qu'il avait raison. Je n'avais pas été expulsé d'un foyer aimant. J'avais échappé à un système construit sur la honte. Devant un café brûlé dans le hall du motel, j'ai ouvert ma galerie de photos et supprimé tous les selfies familiaux où je souriais trop fort. Anniversaire, barbecue, matin de Noël, cette normalité factice que j'avais passé des années à jouer. Puis j'ai commencé à chercher des chambres à louer, des gardes supplémentaires et toute ouverture qui me rapprocherait du programme de certification que j'avais repoussé pendant 3 ans. Parce que mon père n'arrêtait pas de dire que les carrières sérieuses étaient pour les enfants qui finissent ce qu'ils commencent. J'étais déjà en train de finir plus qu'il n'en avait jamais vu, sauver des animaux, tenir des inconnus ensemble au milieu de la nuit,
payer la moitié des courses quand ma mère oubliait sa carte. Et soudain j'ai compris quelque chose de laid, ils ne m'avaient pas mise dehors parce que j'étais faible. Ils m'avaient mise dehors parce que j'avais cessé d'être utile de la façon qu'ils aimaient. Avez-vous déjà conduit en tremblant si fort que vous pouviez à peine tenir le volant, mais en souriant quand même? Parce qu'au fond de vous, vous saviez que les gens qui s'étaient moqués de vous venaient de commettre la pire erreur de leur vie. Moi oui. Et 10 jours plus tard, ils m'ont donné raison. Au 3e jour, j'avais un tarif hebdomadaire au motel, 2 gardes de nuit supplémentaires à l'hôpital animalier et exactement $341 restants après l'essence, la nourriture et le garde-meuble. Ça aurait dû me terrifier plus que ça ne l'a fait. Au lieu de ça, je me sentais bizarrement clair. Personne ne claquait les placards parce que je rentrais tard du travail. Personne ne comptabilisait le nombre de douches que je prenais. Personne ne me traitait d'égoïste pour avoir acheté mes propres barres protéinées pendant que ma sœur commandait du takeaway sur la carte de ma mère. À l'hôpital, le chaos avait du sens. Un berger renversé par une voiture est arrivé à 2 heures du matin et j'ai agi par instinct, main stable, geste précis, pas de panique. Ma superviseure, le docteur Hélène Mercé, l'a remarqué à la fin du service. Elle a dit, « Savannah, tu fais déjà le travail de quelqu'un qui devrait être dans notre voie chirurgicale avancée. Pourquoi n'as-tu pas postulé ?» J'ai failli rire parce que qu'est-ce que j'étais censé répondre? Que j'avais passé des années piégé dans une maison où l'ambition était traitée comme une trahison si elle ne profitait pas d'abord à tout le monde? Au lieu de ça, j'ai dit, mauvais timing. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a répondu, alors peut-être que c'est enfin le bon timing. Cet après-midi-là, Noah m'a retrouvé devant un dîner près de l'autoroute. Il a fait glisser un bloc-notes jaune sur la table. Dessus, il avait écrit 3 choses, logement, certification, limite. Ce sont tes seules priorités, a-t-il dit. Pas te défendre, pas t'expliquer, pas chercher une fermeture. Il m'a de nouveau défié, disons que ton père se présente en pleurant. Ta mère dit qu'elle est malade d'inquiétude. Ta sœur dit que la famille s'effondre. Qu'est-ce que tu fais? J'ai remué mon café et j'ai dit, je laisse s'effondrer. Noah a fait un bref hochement de tête comme si j'avais enfin parlé la langue de la survie. Nous avons fait un plan. J'ai postulé pour la voie de certification de technicienne chirurgicale de l'hôpital. J'ai trouvé une chambre au-dessus du garage d'un mécanicien à la retraite, propriété d'une veuve nommée Madame Delaney, qui demandait un loyer correct et ne posait pas de questions indiscrètes au-delà de savoir si je fumais ou avais des animaux. Puis j'ai fait quelque chose qui semblait petit mais qui importait plus que je ne l'imaginais, j'ai changé mon contact d'urgence de ma mère à Noah. C'était un seul appui sur un téléphone, mais ça ressemblait à couper un fil. Pendant ce temps, les messages de la maison ont changé de ton. Mon père a arrêté de m'appeler paresseuse et a commencé à demander où étaient les papiers du titre de la voiture. Ma mère voulait savoir si j'avais déplacé quelque chose d'important. Ma sœur a écrit, « Tu as le login du portail des services publics ?» Voilà. Pas d'inquiétude, pas d'excuses, juste un désagrément. C'est là que j'ai compris que ma disparition n'avait pas d'abord créé du chagrin dans cette maison. Elle avait créé du travail. J'avais été celle qui gérait les renouvellements de médicaments du chien, les paiements de factures en ligne, les commandes de courses pour ma mère et les passages à la pharmacie quand mon père était trop fatigué après le travail. Je n'étais pas un fardeau. J'étais une infrastructure non payée. Une fois que j'ai vu ça, toute l'histoire familiale s'est effondrée. À la fin de cette semaine, j'ai emménagé dans l'appartement au-dessus du garage de Madame Delaney avec 2 sacs de sport, une chaise pliante et un matelas trouvé sur Facebook Marketplace. L'endroit sentait légèrement la sueur et la vieille peinture. C'était parfait. Le premier soir, je me suis assise par terre en mangeant des nouilles Hello Mine à même la boîte, entourée de cartons non défaits, et j'ai écouté le silence. Un vrai silence. Pas le genre chargé avant une dispute. Pas le genre faussement paisible où tout le monde était à un commentaire de verser du sang. Un silence réel. Mon téléphone a vibré à nouveau. Mon père, cette petite comédie a assez duré. Ma sœur, papa est furieux parce que tu n'as pas payé le rappel d'assurance de la voiture de maman et maintenant elle a une pénalité de retard. J'ai ri à voix haute. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était pathétique. Les gens qui avaient jeté mes affaires dans la cour découvraient maintenant combien de leur vie d'adulte reposait discrètement sur la fille qu'ils traitaient d'inutile. Et pour la première fois depuis que j'étais parti, la vengeance ne ressemblait pas à crier en retour.
Elle ressemblait à l'absence. Elle ressemblait à les laisser sentir chaque once du travail que j'absorbais autrefois. Dites-moi ceci, si votre famille ne remarque votre valeur qu'après que vous avez arrêté de les porter, vous aimez-ils vraiment, ou louez-ils simplement votre loyauté gratuitement? Les jours 6 à 10 ont été le début du vrai démantèlement. Je le sais parce que Madame Delaney, ma nouvelle propriétaire, connaissait la moitié du quartier où j'avais grandi. Elle ne colportait pas les ragots de façon méchante, mais elle croyait aux faits, et les faits continuaient de la trouver. Le 6e jour, elle a frappé à ma porte avec un plat en casserole et a dit, « Chérie, ton père criait dans l'allée ce matin, assez fort pour 3 maisons. » Je n'ai rien dit. Et elle a ajouté, « Les hommes ne crient comme ça que quand le public qu'ils voulaient n'a pas applaudi. » Plus tard dans la nuit, ma sœur m'a envoyé un long texto qui commençait par « Tu es incroyable » et finissait par « Maman a pleuré à Costco. » Je n'ai pas répondu. Le 7e jour, Noah m'a appelé après son service et m'a dit qu'il avait fait un transport près de mon ancien quartier. Ton père était dans le jardin avant en train de se disputer avec un technicien du câble, a-t-il dit. Apparemment, quelqu'un avait oublié le mot de passe du compte. Encore une fois, pas du chagrin. Du travail. Le 8e jour, ma mère a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas et a laissé un message vocal qui commençait en larmes et finissait en accusation. Elle disait que je punissais la famille, que je les embarrassais, que je faisais parler les voisins et que je transformais mon père en quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Cette partie m'a presque fait rire. Richard Brooks avait toujours été exactement qui il était. La seule différence maintenant était que sa cible était partie. Le 9e jour est arrivé le message qui m'a tout dit, tout avait changé. Il ne venait pas de la famille. Il venait d'une ancienne collègue dont la tante vivait 2 portes plus loin de mes parents. Et, je ne sais pas si c'est ma place, mais les gens du quartier parlent. Ton père a enregistré cette histoire de pelouse et apparemment l'a montrée à quelqu'un au travail comme si ça prouvait un point. Ça s'est retourné contre lui. Les gens pensent que ça le fait paraître cruel. J'ai lu ce texto 3 fois. Alors, voulait-il que je parte ou voulait-il une exécution publique et des applaudissements? Parce que ce ne sont pas la même chose. Je suppose qu'il pensait que m'humilier le ferait paraître comme un parent dur qui force enfin sa fille profiteur à grandir. Au lieu de ça, ça l'a fait paraître comme un homme qui a publiquement jeté son enfant pour le sport. Et la belle chose à propos de la cruauté publique, c'est que parfois le public ne prend pas le parti de la personne cruelle. Cette même nuit, mon téléphone a explosé plus fort qu'avant. 88 messages au total vers 2h30 du matin. Papa, où diable es-tu? Papa, réponds-moi tout de suite. Tessa, mec, papa flippe vraiment. Maman à 2h12, ça doit s'arrêter maintenant. Rappelle-moi immédiatement. Puis un de ma sœur qui était différent des autres, il ne peut pas dormir. Je me suis assise au bord de mon matelas en regardant celui-là. Pas parce que j'avais pitié, mais parce que je me souvenais de la lumière du Porsche sur le visage de mon père quand il m'avait dit de partir. Comme il avait l'air calme. Comme il était certain. Les hommes comme lui pensent toujours que les conséquences appartiennent aux autres. Ils pensent que la rage de ce soir disparaît au matin et que tout le monde est censé réinitialiser. Mais la honte est drôle. Quand elle finit par revenir, elle ne frappe pas poliment. Elle cogne. L'après-midi suivant, pendant que j'aidais à préparer un Golden Retriever pour une chirurgie abdominale d'urgence, le docteur Mercé m'a prise à part. Ma candidature à la certification avait été acceptée. Non seulement ça, mais l'hôpital était prêt à sponsoriser la plus grande partie des frais si je m'engageais pour la voie chirurgicale d'1 an. J'aurais dû éclater en larmes sur place. Au lieu de ça, j'ai ressenti une profonde, presque privée, vindication. La même semaine où mon père perdait la tête parce que j'avais arrêté de gérer sa maison, j'entrais dans la carrière qu'il avait toujours laissé entendre que je n'étais pas assez sérieuse pour mériter. Ce soir-là, après le service, j'ai enfin écouté tous les messages vocaux. Mon père n'était plus furieux dedans. Il avait l'air épuisé. Ma mère avait l'air paniquée. Ma sœur avait l'air effrayée d'une façon très égoïste et enfantine. La façon dont les gens sonnent quand le système familial qui les protégeait commence à se retourner contre eux aussi. Madame Delaney m'a dit plus tard qu'elle avait entendu une autre dispute hurlante à la maison. Mon père blâmant Tessa pour avoir commencé les choses sur la pelouse. Tessa lui criant qu'il avait sorti le téléphone en premier. Ma mère sanglotant qu'ils avaient tous besoin que je répare ça. Réparer. C'était le mot qui m'a touché.
parce que vous êtes-vous déjà demandé si votre famille s'effondre parce que vous êtes parti ou parce que, pour la première fois, ils n'ont plus personne sur qui déverser le poids? La réponse était enfin évidente. Je n'étais pas la cause de leur dysfonctionnement. J'avais été le coussin qui le cachait. La première fois que j'ai répondu à mon père après être parti, ce n'était pas parce que j'avais ramolli. C'était parce que je voulais la vérité dans sa propre voix. 10 jours après qu'il ait jeté mes affaires dehors, il a appelé pendant que j'étais dans la salle de pause de l'hôpital en train de manger des crackers d'un distributeur. J'ai appuyé sur enregistrer sur mon téléphone avant de décrocher. Quoi, ai-je dit? Il n'a même pas commencé par bonjour. Où diable es-tu au travail? Ne fais pas la maligne avec moi. Même ton, même droit. Comme si l'expulsion avait été une tactique parentale et non une rupture. Il s'est lancé dans une tirade sur ma mère qui était stressée, Tessa qui était impossible, les voisins qui parlaient, les factures qui étaient manquées, et sur le fait que j'étais égoïste de disparaître alors que la famille était déjà sous pression. Je l'ai laissé parler. Puis il a dit la chose que je n'oublierai jamais, si tu ne rentres pas à la maison et que tu n'aides pas à régler ça, je ferai en sorte que tout le monde sache quel genre de fille tu es. Je me suis appuyé contre le dossier de cette chaise en plastique rigide et j'ai fixé le mur de l'hôpital pendant qu'un sourire se répandait sur mon visage. Voilà. Pas d'inquiétude, pas de remords. De la gestion de réputation. Du chantage habillé en valeur familiale. Tu veux dire aux gens que tu as jeté les affaires de ta fille sur la pelouse en filmant, ai-je demandé. Silence. Vas-y, papa. Un autre silence, plus court cette fois, mais plus méchant. Tu penses que tu es dur maintenant parce que des gens te remplissent la tête? Non, ai-je dit, je pense que je suis dur maintenant parce que j'entends mes propres pensées pour la première fois. Il a commencé à hausser la voix, mais je l'ai coupé, et juste pour que ce soit clair, j'ai enregistré cet appel. Le silence mort qui a suivi était si pur qu'il en était presque sacré. Il a raccroché sans un mot de plus. Je suis resté assise une seconde, puis j'ai ri. Pas un rire mignon, le genre qui sort d'une personne qui a enfin vu tout le truc. J'ai envoyé le fichier audio dans un dossier cloud privé à côté de l'enregistrement original de la pelouse. Puis je suis retourné au travail et j'ai aidé à stabiliser un husky effondré comme si ma vie ne changeait pas d'heure en heure. Ce soir-là, le docteur Mercé m'a officiellement offert la place sponsorisée dans la voie chirurgicale et une augmentation avec les responsabilités supplémentaires. J'ai accepté sur le champ. Elle m'a serré la main et a dit, « Tu as ta place ici, Savannah ». C'était une phrase si simple, mais je l'ai portée comme une chaleur dans la poitrine parce qu'à la maison, l'appartenance avait toujours été conditionnelle. Au travail, elle était méritée. Quand je suis rentré à l'appartement, Madame Delaney arrosait ses tomates. Elle a regardé et a dit, « Ton vieux est passé ». Mon estomac s'est serré. J'aurais pu l'embrasser. Elle m'a tendu une serviette en papier plié avec un numéro écrit dessus, il a laissé son numéro de téléphone comme si tu l'avais égaré. Puis elle a dit quelque chose encore mieux, au fait, les gens parlent, et pas de la façon qu'il espérait. Les hommes qui jettent les affaires d'une femme dans la cour ne se remettent généralement pas socialement aussi bien qu'ils le pensent. Apparemment, l'un des voisins d'en face a raconté à quelqu'un à l'entrepôt de ton père que tout l'incident avait l'air dérangé. Et de là, l'histoire s'est répandue. Rien de dramatique. Il n'a pas perdu son travail ni rien d'incroyable. Mais on le regardait différemment, on le jugeait, on l'évitait discrètement. Le genre de conséquence qui tient les hommes fiers éveillés la nuit. Ma sœur a écrit vers minuit, « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Il fait les 100 pas comme un psycho. Je n'ai pas répondu. Une minute plus tard, elle a ajouté, « Maman dit que ça va trop loin. » Celle-là, je l'ai répondu. J'ai écrit, « Ça est allé trop loin la nuit où il a mis ma vie sur la pelouse. » Elle l'a lu immédiatement. Pas de réponse. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas qu'ils souffraient. C'était que la souffrance les avait enfin rendus conscients que j'existais en tant que personne réelle, pas un rôle, pas une utilité, une personne. Et je sais que certaines personnes diraient que la vengeance devrait être plus bruyante, plus cruelle, plus spectaculaire. Mais il existe un type spécifique de vengeance dans le fait de devenir indéniable pour les gens qui ont construit leur confort sur le fait de tenir. Avez-vous déjà entendu le même parent qui vous a un jour traité de nul menacé soudain de ruiner votre nom parce qu'au fond il sait que le vôtre pourrait survivre plus longtemps que le sien? C'était le moment où j'ai su que j'avais déjà gagné. 2 jours plus tard,
mon père s'est présenté en personne. Pas à mon ancienne maison, pas au motel, mais devant l'appartement au-dessus du garage de Madame Delaney juste après le coucher du soleil, au moment où les lampadaires s'allumaient et où le quartier devenait assez calme pour que chaque mot porte. J'ai vu son camion avant de le voir lui. Puis est venu le coup à la porte. Fort, impatient, familier. Mon corps a réagi avant mon esprit. Épaules tendues, pouls accéléré, cette vieille peur qui se réveillait comme si elle n'était jamais partie. Mais je n'ai pas figé. J'ai ouvert la porte avec la chaîne encore mise. Richard Brox avait l'air pire que je ne l'avais jamais vu. Pas brisé, pas humilié, juste usé, les yeux rouges, la mâchoire serrée, portant la même veste de travail comme s'il y avait dormi. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit. « On parle maintenant », ai-je répondu. Il a regardé derrière moi dans l'appartement, prenant en compte l'étagère d'occasion, la table pliante, les cartons non défaits. Je pouvais voir le jugement essayer de monter en lui, mais il n'atterrissait plus comme avant parce que cet espace, minuscule qu'il soit, était à moi. « Ta mère est dans un état lamentable », a-t-il dit. « Ta sœur pleure tous les jours. Ça a assez duré. Tu m'as jeté dehors. J'étais en colère. Tu as filmé. » Son visage a tressailli. Je ne pensais pas exactement. Ça l'a touché. Il a changé de ton, essayant une approche plus douce qui sonnait étrangère sur lui. « Savannah, tu sais, je voulais seulement que tu te tiennes sur tes propres pieds. » J'ai presque admiré la réécriture, l'audace d'un homme à allumer une allumette puis à décrire l'incendie comme une motivation. « Je suis sur mes propres pieds, » ai-je dit. « C'est ça qui te dérange. » Il a eu l'air vraiment surpris. Et à cette seconde, j'ai compris quelque chose, le contrôle avait toujours été plus facile pour lui quand je voulais encore son approbation. Une fois que j'ai arrêté de tendre la main vers elle, il n'avait plus rien d'assez fort pour me ramener. Puis il s'est approché trop près de la porte et a baissé la voix, « Tu me fais passer pour un monstre. » Pas, « Tu m'as fait mal. » Pas, « Je suis désolé. » Pas, « J'avais tort. » Mais, « Tu me fais passer pour un monstre. » J'ai ri en plein dans son visage, « Je ne te fais passer pour rien. Tu l'as fait tout seul. » Il est devenu rouge. « Après tout ce qu'on a fait pour toi. » Tu veux dire après tout ce que j'ai fait pour vous, ai-je dit. Qui gérait les médicaments de maman quand elle oubliait? Qui payait la moitié des courses? Qui restait à la maison le week-end pour les livraisons, la paperasse, le chien, les factures? Qui? Il n'a pas répondu parce qu'il ne pouvait pas. Le silence entre nous était rempli de chaque tâche invisible que j'avais portée tout en étant traité de fardeau. Puis il a dit quelque chose de plus laid, plus bas, « Les familles ne survivent pas aux filles comme toi. » Peut-être qu'il voulait dire les filles désobéissantes. Les filles témoins. Les filles qui arrêtent de s'agenouiller sous des récits construits pour les écraser. Je ne sais pas. Mais j'ai ouvert la porte juste assez pour le regarder droit dans les yeux et j'ai dit, « Alors peut-être que la famille que tu as construite ne devrait pas survivre. » Il a tressailli. Vraiment tressailli. Derrière lui, la lumière du Porsche de Madame Delaney s'est allumée. Un rideau de l'autre côté de la rue a bougé. Quelqu'un regardait. Bien. Qu'il regarde. Il a essayé un dernier mouvement et a tendu la main vers la mienne à travers l'entrebâillement de la porte, mais j'ai reculé. Pars, ai-je dit. Maintenant, Savannah, pars avant que je joue l'enregistrement de toi en train de me menacer pour tout le quartier. Ça a mis fin à tout. Il m'a regardé comme s'il voyait une étrangère. Peut-être parce qu'il en voyait une. Puis il s'est retourné, a marché jusqu'à son camion et est parti trop vite. La seconde où il a disparu au coin, mes genoux ont fléchi, mais je n'ai pas pleuré. J'ai verrouillé la porte, je me suis appuyé contre elle et j'ai respiré à travers l'adrénaline jusqu'à ce qu'elle passe. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Madame Delaney, fière de toi. Aussi, ton père est parti comme un idiot et a failli heurter une poubelle. 20 minutes après, Noah a appelé et est resté en haut-parleur pendant que je faisais la vaisselle, juste pour que je ne reste pas dans le noir à tout rejouer. Puis est arrivé un dernier texto, cette fois d'une ancienne voisine, pas pour remuer les choses, mais ton père se fait pas mal parler. Les gens ont entendu assez ce soir pour remettre les pièces ensemble. Rien de cartoon. Pas d'effondrement instantané, pas de punition incroyable. Juste le coût social constant d'être publiquement reconnu comme l'homme qui a jeté sa fille dehors et qui l'a ensuite traqué, en exigeant encore l'obéissance.
Et pour les hommes comme Richard, ce genre d'exposition mord plus profondément que les cris ne pourraient jamais le faire. Je ne mentirai pas en disant que je n'ai rien ressenti. Il y avait du chagrin dedans. Il y en a toujours quand on ferme une porte sur un parent, même sur un qui a forcé ta main. Mais il y avait aussi quelque chose dangereusement proche du soulagement. Alors laissez-moi poser la question que la plupart des gens sont trop polis pour dire à voix haute, quand ton père se tient dehors à mendier le contrôle dans le langage de la famille et que tu fermes quand même la porte, es-tu cruel? Ou goûtes-tu enfin ce que le pouvoir ressent après des années sans aucun? Une semaine plus tard est arrivé l'événement qui a tout lié. Une collecte de fonds pour un refuge animal dans le parc près de mon ancien quartier. Notre hôpital la sponsorisait chaque printemps. Et parce que j'avais rejoint le programme de voie chirurgicale, le docteur Mercé m'a demandé de représenter la clinique au stand d'accueil. J'ai envisagé de refuser l'affectation quand j'ai réalisé où ça se passait. Puis j'ai appris que mes parents assistaient à un pique-nique communautaire qui se déroulait de l'autre côté du même parc dans le cadre d'une action de l'association de quartier. Bien sûr qu'ils y étaient. Richard Brox adorait un cadre avec des témoins. Alors j'y suis allé, non pas pour une fermeture, non pas pour une réconciliation, mais pour mon travail, mon avenir, et parce que j'en avais fini de réarranger ma vie pour éviter les gens qui avaient essayé de la briser. J'ai porté des blouses bleu marine propres avec le logo de l'hôpital, j'ai accroché mon nouveau badge, j'ai attaché mes cheveux et j'ai passé la première heure à enregistrer des chiens en famille d'accueil. À répondre aux questions des familles et à aider un petit garçon à surmonter sa peur de toucher un pitbull tripot nommé Rosie. J'étais bonne dans ce que je faisais, calme, compétente, utile de façon qui n'avait rien à voir avec servir l'ego de ma famille. Vers midi, je les ai vus de l'autre côté du champ. Ma mère à une table pliante, ma sœur tenant des assiettes en papier, mon père riant trop fort avec deux voisins en jouant la normalité si fort que ça avait l'air douloureux. Puis quelqu'un m'a remarqué en uniforme. Pas comme la fille sur la pelouse, mais comme la professionnelle vétérinaire qui aidait à gérer un événement. Ça a changé l'air instantanément. Merveilleux. Drôle de mot, considérant que la dernière fois qu'elle m'avait vu, mes affaires étaient dans l'herbe. Une autre voisine a demandé si c'était vrai que j'étais dans un programme de formation spécialisé. Le docteur Mercé, qui avait entendu, a répondu pour moi, c'est l'une de nos meilleures techniciennes. Assez fort pour que quiconque à proximité entende. Mon père a entendu. Je sais qu'il a entendu parce que quand j'ai regardé, son sourire avait disparu. L'humiliation publique m'avait présenté d'une façon. La compétence publique me présentait maintenant d'une autre. Et contrairement à sa petite performance sur le porche, cette version venait avec des témoins qui me respectaient. Ma sœur s'est approchée en premier. Tessa avait l'air mal en point, moins suffisante qu'avant. Mascara trop épais, comme si elle dormait mal. On peut parler, a-t-elle demandé. J'ai dit, tu peux parler. Elle a regardé vers nos parents et a baissé la voix, tout est devenu fou. Il crie tout le temps maintenant. Maman n'arrête pas de pleurer. Les gens posent des questions. J'ai laissé ça flotter. Puis elle a lâché, je ne pensais pas que ça irait si loin. Voilà. Pas tout à fait de la responsabilité, mais plus proche que tout ce que j'avais eu avant. Tu as donné un coup de pied dans mon sac jusqu'à la rue, ai-je dit. Elle a avalé. Je sais. Tu as ri. Ses yeux se sont remplis instantanément. Je sais. Je croyais qu'elle regrettait. Je savais aussi que le regret n'efface pas l'impact. Tu n'as pas le droit de m'emprunter comme sœur seulement quand la maison devient moche, lui ai-je dit. Je lui ai dit que cette laideur existait avant que je parte. Elle n'était simplement pas là où j'étais. Elle a commencé à pleurer là, à côté du stand de sauvetage, pendant que les familles passaient avec des chiots. Pas des pleurs de film dramatique. Des pleurs humiliants. Des pleurs qu'on ne peut pas cacher. Quelques minutes plus tard, ma mère est venue, le visage tendu et fragile. S'il te plaît, a-t-elle murmuré en regardant autour d'elle pour voir qui pouvait regarder. Pas ici. J'ai presque souri à ça parce que, pas ici, était exactement le luxe qu'ils m'avaient refusé quand ils avaient mis ma vie en spectacle. Tu l'as amené ici, ai-je dit. Tout ça. Ma mère a regardé mon badge, mon porte-document, mes collègues, et quelque chose dans son expression s'est fissuré. Peut-être était-ce de la honte. Peut-être était-ce juste la prise de conscience que j'avais construit une version de moi-même à laquelle aucun d'eux n'avait participé. Puis mon père a enfin traversé l'herbe. Pas de grande scène,
pas de cris. C'était fini maintenant que le public pourrait ne pas le choisir. Il s'est arrêté à quelques mètres et a dit, « Tu as l'air occupé ». C'était une phrase si petite, mais remplie de défaite. J'ai hoché la tête. Je le suis. Il a regardé les tables d'adoption, les médecins, les familles, les gens qui me saluaient par mon nom. Pour une fois, il ne semblait pas savoir quel script s'appliquait, père strict, parents lésés, victimes publiques. Aucun ne convenait parce que la vérité qui se tenait devant lui était simple, la fille qu'il avait essayé de réduire à un fardeau était devenue plus difficile à diminuer au moment où elle était sortie de sa maison. Il s'est éclairci la gorge. Les gens parlent. Oui, ai-je dit. Ils font ça quand ils voient un homme jeter les affaires de sa fille sur une pelouse. Ma mère a fermé les yeux. Ma sœur a fixé le sol. Il avait l'air de vouloir argumenter, réviser, dire que tout avait été exagéré, mais cet argument nécessite du pouvoir, et le pouvoir déteste les témoins qui ont déjà pris leur décision. Je n'ai pas réfléchi, a-t-il commencé. Je sais, ai-je dit. C'est le problème. Nous sommes restés là un moment dans l'après-midi lumineux, entourés de chiens qui aboyaient, de guirlandes en papier et de voisins qui faisaient semblant de ne pas écouter. Puis je leur ai donné la seule chose que j'étais prête à donner, la vérité sans confort. Je ne reviendrai pas. Je ne réparerai pas votre maison. Je ne reprendrai pas ce rôle. Ce qui vous est arrivé après mon départ n'est pas quelque chose que je vous ai fait. C'est ce qui était déjà là quand j'ai arrêté de le porter. Personne n'a argumenté. Même pas Richard. Parce qu'il savait. Ma sœur s'est essuyé le visage et a murmuré, « Je suis désolé ». Cette fois, je l'ai cru sincère. Ma mère a ouvert la bouche comme si elle voulait demander plus, une visite, un appel, une douce promesse que ce n'était que temporaire, mais je l'ai épargnée. Peut-être qu'un jour nous pourrons parler, ai-je dit. Mais ce ne sera pas parce que vous avez besoin de moi pour rendre les choses plus faciles. Ce sera parce que vous aurez appris à ne pas me traiter comme si j'étais jetable. Puis le docteur Mercé a appelé mon nom depuis la table suivante, et je suis retourné au travail. C'était la fin qu'ils méritaient. Pas moi m'effondrant dans leurs bras. Pas une réunion parfaite. Pas un discours cruel pour les applaudissements. Juste moi choisissant ma propre vie devant eux pendant qu'ils comprenaient, peut-être pour la première fois, qu'ils n'étaient plus le centre. Plus tard, quand l'événement se terminait et que le parc commençait à se vider, je me suis tenu seul près de ma voiture et j'ai ouvert l'ancien enregistrement de la nuit sur la pelouse. La voix de mon père, le rire de ma sœur, le silence de ma mère. Je l'ai écouté 5 secondes, puis je l'ai supprimé. Pas parce qu'il méritait la pitié, mais parce que je n'avais plus besoin de la preuve. Les conséquences étaient déjà arrivées. Mon père était devenu un homme que les gens regardaient différemment. Ma sœur avait appris trop tard que la cruauté faite pour l'approbation familiale compte quand même comme de la cruauté. Ma mère avait découvert que la neutralité dans l'abus n'est pas l'innocence. Et moi, j'ai appris la chose la plus difficile de toutes, parfois quitter sa famille n'est pas une trahison. Parfois c'est la seule façon de se sauver soi-même et de les forcer à affronter ce qu'ils sont sans toi là pour l'absorber. Je pensais autrefois que la famille était pour toujours quoi qu'il arrive. Maintenant je pense que l'amour qui n'existe que quand tu restes petit n'est pas de l'amour du tout. S'il ne valorise que la version obéissante de toi, la version utile de toi, la version silencieuse de toi, alors partir peut être la première chose honnête que tu aies jamais faite. Et voici la question que je veux vous laisser. Seriez-vous assez courageux pour quitter les personnes qui continuent d'appeler votre souffrance de l'amour? Ou endurez-vous encore parce que vous avez peur d'être traité d'ingrat?